Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier un cycle réel, le cycle de Baudrechas, et nous allons comparer trois rendements. Le rendement qu'on obtiendrait pour un moteur de Carnot, que nous avons vu dans une vidéo précédente, le rendement du cycle idéalisé que je vais vous décrire, et le rendement du cycle réel pour comparer ces trois valeurs numériques. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer comment fonctionne un cycle à 4 temps. Et donc, je vais vous montrer le fonctionnement du moteur et on va mettre ça en relation avec le cycle thermodynamique qui est suivi par le gaz. Alors, le cycle il va commencer au niveau du point A et il va faire A, B, C, D, E, A. Première chose qu'on remarque, c'est que les volumes du gaz vont évoluer entre un volume minimum, qu'on va noter V1 ici, que je vous montrerai sur la petite vidéo, et un volume maximum, V2, qu'on va pouvoir lire ici. Alors si on regarde le fonctionnement du cycle, voilà ce qu'on a. Le premier temps, le deuxième temps, troisième temps et le quatrième temps. Alors, ici, on est au point A. On peut voir que le piston est à sa position la plus haute. Le volume occupé par le gaz est le volume qui est ici tout petit, qui va correspondre au volume V1. À cet instant-là, on va avoir une première étape qu'on va appeler l'admission AB. Alors l'admission, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous voyez, vous avez une petite soupape ici qui va s'ouvrir, le cylindre va descendre et l'air extérieur va rentrer à l'intérieur du cylindre, donc à la pression atmosphérique. Ici, on va être à la pression P0. Au niveau du deuxième temps, le piston va remonter et va comprimer le gaz pour diminuer son volume. On va de B à C. Vous l'avez peut-être vu sur la vidéo, au moment où le gaz est en C, on va injecter un petit peu de carburant et avec une bougie, on va enflammer le mélange air-carburant. Donc de C à D, cette toute petite transformation ici, c'est ce qu'on va appeler la combustion. On va avoir le mélange de gaz et d'essence qui va avoir une température qui augmente énormément, ce qui va avoir pour effet de refouler le piston vers le bas. On arrive alors au point E, et lorsque le piston est en bas, la deuxième soupape va s'ouvrir et on va avoir une étape d'éjection vers l'extérieur. Si on regarde de nouveau ce qu'il se passe, on a donc l'admission, la compression, l'explosion avec la combustion, la détente, puis l'échappement ou l'éjection des gaz. Alors le cycle que je vous ai proposé ici, c'est le cycle entre guillemets réel du gaz. Ça va être un petit peu compliqué de travailler dessus, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va l'idéaliser un petit peu et on va essayer de le représenter par ce cycle là que je vais vous décrire. Alors premièrement, l'étape d'admission de A à B, on a vu que c'était quelque chose qui était isobare, donc on va considérer que la transformation AB est une isobare à la pression atmosphérique P0 du volume V1 au volume V2. L'étape BC, l'étape de compression, dans la mesure où c'est une étape qui est assez rapide, on va la considérer comme adiabatique et également réversible pour pouvoir utiliser la loi de Laplace. De C à D, c'est l'étape de combustion. On a quelque chose qui également est très très rapide, donc on va supposer que de C à D, pendant l'étape de combustion, le volume n'a quasiment pas varié et que c'est donc une isochore. La détente de D à E, c'est un petit peu le même principe que la compression. On va considérer que c'est une adiabatique réversible. Et plutôt que de retourner de E à A par cette trajectoire courbe, on va ici supposer qu'on va de E à A en repassant par le point B. Donc on a une étape isochore, puis une autre isobare. Alors si je mets ce cycle-là en relation avec ce qu'on a pu voir dans la vidéo précédente sur le moteur de Carnot et qu'on essaie d'identifier le contact avec la source froide, la source chaude et la source de travail, voilà ce qu'on va avoir. Tout d'abord, le contact avec la source chaude, c'est ce qui va donner l'énergie au moteur pour fonctionner. C'est ce qui va se passer donc au niveau de cette étape qui est ici, l'étape de combustion. Donc ici, on aurait la source chaude à la température TC sur le schéma idéal qu'on a vu dans la vidéo précédente. De la même manière, le contact avec la source froide, il va se faire à cet endroit-là, au niveau de l'étape EB, source froide. Et le contact avec la source de travail, eh bien en fait, sur un cycle comme celui-là, il ne se fait pas sur une étape en particulier. En fait, il va correspondre à la somme de tous les travaux
que reçoit le gaz au cours du cycle. Alors ici, on va essayer de voir à quoi ça ressemble. Si on part du point A et qu'on va vers le point B, le gaz va recevoir un travail qui va correspondre en valeur absolue à l'air qui est sous la courbe AB, parce qu'on est dans le diagramme de Clapeyron. Rappelez-vous, comme on va de A vers B, le volume augmente, donc le travail reçu par le gaz va être négatif. Alors je ne vais pas poursuivre tout à fait dans le sens du cycle. On va faire le tour du cycle et on va revenir du point B quand on revient au point A. Mais quand on va de B à A, le gaz il va recevoir un travail qui va être l'air toujours qui est sous la courbe. Mais cette fois, comme je vais de B à A, que le volume diminue, ce travail ici il va être positif. Et donc vous voyez que l'intérêt d'avoir fait un retour non pas courbe comme sur la transformation réelle, mais en repassant par le point B, eh bien ça annule les travaux reçus par le gaz de A à B, puis de B à A. Ça veut dire que du point de vue du travail, ça, c'est comme si c'était inexistant. Et donc ça va nous permettre de faire une hypothèse, c'est qu'en fait, même si le gaz qui est à l'intérieur du cylindre pendant la transformation est renouvelé à chaque cycle, eh bien nous on pourra considérer que c'est toujours le même gaz qui fait le cycle B, C, D, E, B, C, D, E, etc., etc., qu'on ne repasse pas par le point A. Alors si on continue notre bilan de travail, qu'est-ce qu'on a? Eh bien déjà sur CD et sur EB, comme c'est isocore, il n'y a pas de transfert de travail. Donc c'est pas un problème. Quand on va de B à C, le gaz va recevoir un travail positif, effectivement, hein, c'est une étape de compression, donc on lui donne du travail en le comprimant. Et lorsqu'on va de D à E, lors de la détente, il va fournir du travail à l'extérieur. Ce travail va correspondre à cet air qui est ici et va être négatif. Lorsqu'on va faire la somme des deux travaux, mais vous pouvez voir que la partie qui est commune en dessous ici va s'annuler. Et donc au final, on constate que le travail que va donner le gaz à l'extérieur correspond en réalité à l'air du cycle. Donc le contact avec la source de travail, eh bien, ça va être ce qui correspond à l'air du cycle. Alors, sur ce cycle idéalisé, on va essayer de calculer le rendement du moteur. Pour calculer le rendement du moteur, il va nous falloir identifier donc l'énergie utile, c'est-à-dire ce qu'on va récupérer du moteur, et l'énergie qu'on a fournie pour qu'il fonctionne. Eh bien, en réalité, on a déjà un peu tout dit. L'énergie utile, comme c'est un moteur, son but c'est de fournir du travail mécanique à l'extérieur, ça va correspondre à l'air du cycle. Et le travail qu'on a dépensé pour faire fonctionner le moteur, c'est la chaleur qu'on a fournie au niveau de la combustion, c'est-à-dire que ça va être la chaleur QCD. Le rendement de Baudrochat, donc le rendement de ce cycle moteur, ce sera donc en valeur absolue W sur QCD. Et comme W est négatif, on met un signe moins pour avoir un rendement positif. Alors on va maintenant essayer de calculer ça, notamment en fonction d'un paramètre qui est le rapport des volumes V1 et V2. Okay, alors je vais rappeler la définition du rendement ici. Ce sera moins W sur QCD. Et on va essayer de le calculer. Alors pour commencer, je vais chercher à calculer le travail. Alors pour calculer le travail, je pourrais très bien calculer le travail reçu sur BC, le travail reçu sur DE et faire la somme. Mais ce que je peux également faire, c'est appliquer le premier principe sur un cycle. C'est-à-dire en partant du point B, en faisant un tour et en revenant au point B. Et je sais qu'au cours d'un cycle, la variation d'énergie interne est nulle. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Au cours d'un cycle, notre gaz reçoit le travail W, qui est le travail de tout le cycle. Il reçoit également de la chaleur au niveau de CD, donc QCD, et il reçoit de la chaleur au niveau de EB. On va rajouter QEB. Et donc on en déduit que moins W, qui est la quantité qui apparaît dans le rendement, c'est QCD plus QEB. Et donc au final, notre rendement, il va s'écrire 1 plus QEB sur QCD.
Alors pour avancer, on va maintenant calculer les deux chaleurs, QEB et QCD, sachant que les deux transformations qui sont concernées sont des transformations isochores. Donc si je travaille par exemple sur la transformation EB, j'applique le premier principe, il me dit donc que delta U EB va être égal à QEB plus le travail reçu sur cette transformation, mais comme la transformation est isochore, ça vaut 0. La variation d'énergie interne, ce sera NR sur gamma moins 1 multiplié par les différences de température, c'est-à-dire TB moins TE. Si je fais la même opération sur la transformation CD, alors je vais obtenir que QCD, ce sera NR sur gamma moins 1, température en D moins température en C. J'ai juste adapté ce résultat-là à la transformation CD qui est également isochore. Lorsqu'on va remplacer QEB et QCD dans cette expression, le rapport va faire s'éliminer le terme en NR sur gamma moins 1, et donc il me restera pour l'expression du rendement 1 plus TB moins TE divisé par TD moins TC. Voilà, donc j'exprime maintenant le rendement avec les températures du cycle. Pour terminer, il va falloir essayer de se débarrasser de ces températures, et pour ça on va utiliser les deux transformations qu'on n'a pas étudiées, c'est-à-dire BC et DE. Ces transformations, elles sont adiabatiques réversibles, donc on va pouvoir appliquer la loi de Laplace. La loi de Laplace, ici, comme je veux faire apparaître le volume, je vais l'écrire avec la température et le volume. Et on a vu dans le cours sur le second principe que dans ce cas-là, elle s'écrivait TV puissance gamma moins 1 égale constante. Ça veut donc dire, si j'applique cette relation à la transformation de B à C, que je vais avoir TB VB gamma moins 1 égale TC VC gamma moins 1. Je vais donc pouvoir en déduire que la température TB est égale à TC multiplié par VC sur VB à la puissance gamma moins 1. Or le volume en C, c'est le volume V1. Le volume en B, c'est le volume V2. Donc ça va être... Donc TB va être égal à TC multiplié par V1 sur V2 à la puissance gamma moins 1. Si je pose alpha comme étant le rapport du volume V2 sur le volume V1, alors ici je vais avoir 1 sur alpha, et donc je peux également écrire que TB, ce sera TC, 1 sur alpha puissance gamma moins 1, et si je prends l'inverse, ça me fait alpha puissance 1 moins gamma. Je vais maintenant faire la même chose sur la transformation DE. Donc si j'applique la loi de Laplace sur cette transformation, j'obtiens TE VE puissance gamma moins 1 égale TD VD puissance gamma moins 1. Donc j'en déduis que TD, ce sera TE, VE sur VD. Or VE c'est V2 et VD c'est V1. Donc ça me fait alpha puissance gamma moins 1. Je rappelle le résultat que l'on vient d'obtenir pour TB. TB c'était TC alpha 1 moins gamma. On avait montré que le rendement du moteur état c'était 1 plus TB moins TE sur TD moins TC. Et donc si on remplace, ça nous fait 1 plus TC alpha 1 moins gamma moins TE divisé par TE alpha gamma moins 1 moins TC. Alors vous voyez ici il y a TC, TE au numérateur, au dénominateur. On aimerait bien que ça s'annule.
Donc ce qu'on va faire ici, l'astuce, ça va être de factoriser le numérateur par alpha puissance 1 moins gamma. Si je fais ça, ça me donne un rendement qui est égal à 1 plus alpha puissance 1 moins gamma. Au numérateur, je vais donc avoir TC moins TE divisé par alpha puissance 1 moins gamma, c'est-à-dire en fait alpha puissance gamma moins 1, si je prends l'inverse, divisé par TE alpha gamma moins 1 moins TC. Et si vous regardez bien, eh bien ces deux termes-là au signe près sont identiques, et donc ça vaut moins 1. Ce qui me donne un rendement 1 moins alpha puissance 1 moins gamma. Alors si on compare maintenant un petit peu les valeurs numériques qu'on obtient. Dans le cas d'un moteur de Carnot, le rendement, on l'a vu, c'est 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude. Ici, la source froide, c'est l'extérieur, donc c'est une température de 293 Kelvin. Et si je considère qu'on a une source chaude à une température de 1000 Kelvin, bon ça, il va falloir choisir une valeur approximative, hein, ça me donne un rendement de 70%. Ça veut dire que avec un moteur de Carnot qui fonctionne entre une source à 293K et à 1000K, on peut espérer au maximum un rendement de 70% si le moteur fonctionne de manière réversible. Si on regarde le rendement du cycle idéalisé qu'on vient d'étudier, le cycle de Baud-Rochat, on vient de trouver un rendement qui s'écrivait 1 moins alpha puissance 1 moins gamma. Je vous rappelle qu'alpha, c'était le rapport du volume V2 sur le volume V1. Il vaut typiquement quelque chose qui est de l'ordre de 7. Et si on fait l'application numérique, on trouve un rendement de 55%. Alors on voit qu'on a une différence entre ces deux valeurs numériques. Déjà, le cycle idéalisé a un rendement plus faible que la machine de Carnot, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait ce rendement ici, ce cycle, il est irréversible. Alors il est irréversible à quel endroit? Eh bien, ni en BC ni en DE, car ce sont des étapes qu'on a supposées réversibles, mais il va être irréversible au niveau de ces deux étapes qui sont là. Donc ici, on a création d'entropie, ce qui va avoir pour conséquence de diminuer le rendement de notre moteur. Si on regarde le rendement du cycle réel, c'est-à-dire d'un moteur réel à explosion 4 temps, on trouve des rendements qui sont de l'ordre de 40%. Alors ça peut être un petit peu plus haut pour des bons moteurs, on peut aller jusqu'à 45-47%, mais on reste encore une fois en dessous de ces 55%. En effet, on a vu tout à l'heure que le cycle réel, il est différent du cycle idéalisé, parce que sur le cycle réel, on fait tout simplement pas faire de calcul.